pour ce webinaire qui est très important, car ce webinaire marque le lancement du rapport de GFC, qui est intitulé Dette, déplacement et perte de la biodiversité, évaluer les impacts en termes de genre, de droits humains et d'environnement de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. Le rapport révèle les impacts très importants de ce projet d'infrastructure chinoise sur l'environnement et les communautés. Il y a des exemples de Kenya, de l'Indonésie et de l'Argentine qui sont développés au sein de ce rapport. Et donc, on va entendre Ali Constantine, qui est une chercheuse et éditrice au sein du GFC. Elle va nous présenter ce rapport et nous en présenter le contenu. Comme vous le savez, le Sud global fait constamment face à des dangers causés par des compagnies transnationales qui chassent le profit. En plus de ces conséquences, le Sud global est le terrain de plantation en monoculture, qui est une autre forme d'extractivisme qui a des conséquences terribles sur les communautés locales, qui a des conséquences également sur les modes de subsistance et sur l'environnement. Ensuite, Suparna Lahiri, qui travaille pour GFC en tant que chargé de campagne, va nous en dire davantage sur la position des communautés et sur les campagnes en cours sur ces plantations de monoculture dans le Sud global. Donc, l'initiative de la ceinture et de la route et les plantations en monoculture sont un maléfice qui est imposé sur ces communautés. Donc, nous allons comprendre maintenant ce qu'on veut dire par maléfice en écoutant Ali Constantine, qui va nous parler donc de ce rapport. Alison, c'est à toi. Tu as 20 minutes. Merci beaucoup pour ta disponibilité et c'est à toi. Merci beaucoup, Kwame. C'était une très bonne introduction aux problèmes auxquels nous faisons face. Je vais juste partager mon écran. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route et je vais en parler en tant que BRI, qui est l'abréviation anglaise parce que c'est plus facile. Donc, c'est un projet d'infrastructure monumentale qui implique de nombreuses choses, le transport, l'Internet, la santé et beaucoup d'autres impacts. Et donc, les répercussions pour le monde sont assez significatives. Et donc, on va parler des impacts sur les droits humains, sur les communautés et sur l'environnement qui découlent de ces projets. Je vais me concentrer principalement sur le Kenya, l'Argentine et l'Indonésie. Et je veux vraiment souligner comment le BRI impacte ces personnes en empirant ou en renforçant l'extractivisme. Et donc, je vais aussi parler des recommandations pour améliorer, en fait, ces circonstances. L'une des questions principales quand on fait de la recherche sur cette initiative de la ceinture et la route, c'est comment est-ce que cette initiative, ce projet aide les personnes ou, en fait, en quoi ça empire leurs circonstances et comment, en fait, le Sud global est le plus impacté par cette initiative. Donc, je vais sauter cette diapo. Donc, je vais parler des cas d'études que nous avons menés. On va commencer par le Kenya. Donc, au Kenya, il y a ce projet qui s'appelle le Standard Gauge Railway, qui est un projet ferroviaire. C'est une infrastructure ferroviaire qui connecte Nairobi à Mombasa et qui passe à travers des pays d'Afrique de l'Est. Il est principalement financé par des banques chinoises et ça impacte ces pays dont l'objectif est d'avoir un revenu intermédiaire finalement.
Et donc, il y a des questions sur la viabilité économique de ce projet. Et il y a beaucoup de préoccupations sur les impacts environnementaux et sur les personnes que ce projet a. On voit aussi que ce projet fait écho à une histoire de colonialisme qu'ont souffert ce pays. Donc, on peut en parler en fait comme une espèce de forme moderne de colonisation. Avant, il y avait la colonisation anglaise par les Britanniques, mais et donc ce problème de néocolonialisme, on le constate avec la dette extérieure que le Kenya a contractée avec la Chine, qui est de environ 20-25%. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y a des créations d'emplois, mais on se rend compte que ces créations d'emplois, en fait, ont bénéficié surtout les personnes privilégiées déjà. Et donc, on voit que ce projet finalement impacte la mobilité des personnes et des familles qui sont impactées par ce projet ferroviaire, et du coup, ces personnes impactées vont souvent migrer vers Nairobi. Un autre projet qu'on en a étudié, c'est le Bandung High Speed Railway, c'est la ligne ferroviaire à grande vitesse, financée aussi par la Chine. Il y a eu aussi beaucoup de préoccupations par rapport aux impacts environnementaux et sur les droits humains et le manque total de consultation. Donc, il y a l'association Wali, qui est une grande organisation sur l'environnement au niveau indonésien, et qui a constaté que ce projet n'a pas consulté les communautés et a un impact conséquent sur ces communautés. Et cette situation fait écho à des problématiques plus larges, dans le sens où il y a beaucoup d'études de cas où, en fait, où le développement supplante le bien-être des communautés. L'ONG Wali souligne l'importance de mener des évaluations d'impact sur le genre et sur les communautés, et ce que la Chine n'a pas fait, en fait, dans le cadre de ce projet. En Argentine, il y a beaucoup de questions et de doutes sur le droit à l'environnement et les droits humains, et plus particulièrement sur les matériaux en lien avec la transition écologique, et on va en parler davantage plus tard dans la présentation. Il y a eu des rapports qui ont révélé que beaucoup des projets avec la BRI en Amérique latine sont liés à la déforestation, à l'exploitation minière et impactent les communautés locales. De façon historique, les industries extractives ont eu pour conséquence le déclin en fait de la biodiversité en Amérique latine, et tous les processus extractifs empirent en fait cette situation. Et donc, adresser ces conséquences, c'est vraiment crucial parce que l'Argentine et la Chine sont en train d'intensifier en fait leur engagement dans ce secteur d'extraction. Et donc, il faut s'assurer qu'ils s'associent sur les bons projets, qu'ils soient menés comme il faut. Donc, la GFC a toujours souligné les impacts sur le genre de cette initiative de la ceinture et de la route parce que ça a causé beaucoup de préoccupations. Et les progrès, en fait, sont très lents sur ça. Donc, il y a des recherches en cours sur les impacts pour le genre de ce projet de la Chine, mais c'est des recherches qui sont incomplètes et il manque des données. La Chine est censée rendre des comptes sur ces indicateurs-là parce qu'elle s'est engagée sur divers fronts, mais elle ne l'a pas encore fait. Et ce qui est complexe, c'est que beaucoup des projets de la ceinture et de la route sont financés de façon privée et qu'il est donc difficile d'avoir accès à ces données. Donc, si on regarde des études antérieures, on peut voir que le commerce des matières premières est généralement dominé par des hommes et ont un impact néfaste sur les femmes de façon multiple. On doit vraiment renforcer les analyses de genre sur ce sujet-là. Et je veux vraiment souligner que ne pas avoir d'informations et pas avoir accès à cette information, ça ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas, mais en fait, ce manque d'analyse et ce manque de rapport peut cacher une situation encore pire que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, je vais parler d'autres impacts de genre de ces cas d'études de façon plus détaillée, parce qu'on a trouvé qu'il y avait des impacts certains sur le genre.
Donc, en Kenya, on a vu que ces projets de la Chine impactent de façon disproportionnelle les femmes, et surtout dans les zones rurales. Ça, parce que leur projet ferroviaire a impacté beaucoup de routes, ce qui empêche les femmes d'aller collecter des ressources pour faire à manger, pour collecter l'eau, pour collecter des remèdes. Et les femmes, on voit qu'elles représentent une grande partie de la population qui font des travaux agricoles non rémunérés. Et les femmes qui sont déplacées à cause de ce projet ferroviaire, ça, en fait, renforce leur vulnérabilité parce qu'il est dur de trouver un travail après avoir été déplacé. Et les femmes, de façon générale, sont exclues des processus de décision, de prise de décision. Et donc, ce projet-là empire encore ces disparités. En Indonésie, on a remarqué qu'il y avait un grand manque de consultation. Et il y a aussi une espèce de lacune démocratique sur la façon dont le bien-être des populations et de l'environnement est considéré, en fait. Et donc, il faut, les populations ont fait campagne contre ces projets de grande ampleur, et les femmes ont joué un grand rôle. Mais comme on l'a vu dans d'autres rapports, c'est que cette visibilité accrue des femmes sur les premières lignes, en fait, vient les mettre à risque de violences basées sur le genre. Et donc, il faut renforcer cette consultation des communautés, mais il faut aussi prendre en compte comment la résistance peut créer des problèmes basés sur le genre. Et il faut donc aussi mettre l'accent sur cette recherche-là parce que souvent, on passe dessus sans vraiment y payer attention, y faire attention. En Argentine, on voit que les femmes autochtones ont souffert les plus gros impacts de cette extraction des matériaux pour la transition. Il y a aussi un accès réduit aux ressources et avec l'exploitation du lithium par la Chine, ça rajoute des défis et rajoute des complications pour ces femmes. Et donc, ça demande que l'on fasse encore plus attention et qu'on le recherche davantage, ces sujets-là. Parce que souvent, on regarde les impacts négatifs du charbon, mais en fait, il faut se rendre compte qu'il y a des impacts très négatifs qui émergent en fait de ces extractions de matériaux nécessaires pour la transition écologique. Donc, dans tous ces cas d'études, les impacts environnementaux ont été clairs. Ces projets-là ont contribué à la déforestation, à la destruction des habitats, à la pollution de l'eau et ont en fait renforcé les émissions carbone. Bien sûr, les communautés locales et les peuples autochtones, la biodiversité ont aussi été impactés encore plus sévèrement par ces projets-là. En Kenya, plus de 25%, environ 25% de la communauté sont des communautés pastorales. Excusez-moi, faut que je prenne un petit peu d'eau. Et notamment, en fait, c'est des peuples autochtones. Et les femmes autochtones subissent vraiment des préjudices sociaux et culturels. Et elles sont impactées par ces constructions du projet chinois de la ceinture et de la route à cause du tracé des routes, parce que le traçage des routes des projets chinois vont à travers le territoire. Et donc, ça cause de la destruction des écosystèmes, des inondations, de la pollution, et ça impacte gravement la faune et la flore locale. Et donc, ça, c'est une des préoccupations majeures. En plus, il y a eu des accidents de transport de ces matériaux toxiques qui ont un impact encore accru sur l'environnement. En Indonésie, cela a eu un impact sur le transport fluvial, sur la forêt, et encore ce rapport met en avant le manque de consultation parce qu'on aurait pu éviter ces soucis-là en consultant les populations. Mais la question avec tout ça, c'est qui bénéficie de ce projet? Est-ce que c'est juste les personnes qui ont déjà des ressources, déjà de l'argent? C'est ce qu'on dirait finalement. Donc pour revenir à cette idée d'une transition juste, dont on parle très souvent, mais il n'y a rien en fait de juste sur cette transition. Les projets chinois de la ceinture et la route ont pour objectif de faire une transition du pétrole et du charbon et de toutes les ressources fossiles ont un impact en fait.
ont un impact. Et en fait, pour faire ces projets-là, ils ont grand besoin de charbon et de ressources fossiles et d'énergie fossile, en fait, pour mettre en place ces travaux. Par exemple, des barrages hydrauliques en Indonésie ont soulevé de grandes questions en termes environnementaux, mais malgré tout, en fait, malgré tous ces problèmes, la construction a continué. Par exemple, en Indonésie, le parc industriel Morowali est financé par les banques chinoises et plus particulièrement, il y a un fonds de charbon. Et cela a un impact sur l'environnement et les communautés, bien sûr, du coup. Et donc, les projets chinois ont aussi un impact donc sur les communautés parce qu'il n'y a aucune évaluation d'impact environnemental. Il n'y a eu aucune consultation avec les communautés autochtones et on sait de sources sûres que l'extraction minière a un impact gravissime sur les ressources environnementales. Et on voit aussi qu'il y a un grand manque de transparence dans ces projets-là. Et les personnes qui sont affectées par ces projets, on leur dit pas ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment dur pour eux de se battre contre ces projets-là. L'extractivisme minier a un impact historique, en fait. Et cela continue de nos jours en Amérique latine avec un impact flagrant sur les communautés autochtones et plus particulièrement sur les femmes. Et donc, faire un plaidoyer pour leurs droits aux fonciers et pour la défense et pour la lutte contre les violences basées sur le genre est vraiment crucial. Et toutes ces problématiques-là, on les voit partout, même parfois ici au Canada. Donc, faire face à ces défis-là, étudier les impacts environnementaux et sociaux de l'extractivisme minier est vraiment important. Donc, je vais vous parler maintenant des recommandations que l'on a. Ils sont développés plus en profondeur dans le rapport, donc je vous conseille d'aller le regarder après après cette présentation. Je vais vous en parler de quelques-unes plus en détail. On doit changer, en fait, notre perspective sur que faire sur comment adresser, en fait, ces problématiques-là. Et donc, les recommandations à tout le monde, en fait, c'est il faut demander, exiger de la reddition des comptes. On doit demander à la Chine et aux autres acteurs qu'ils soient responsables, qu'ils acceptent la responsabilité. On doit sensibiliser et faire le plaidoyer pour plus de transparence dans la planification de ce projet. Et on doit aussi défendre les personnes qui se battent sur les premières lignes parce que ce sont eux qui font face aux conséquences, mais c'est aussi eux qui permettent de mettre en place le changement. Donc, on doit soutenir les populations autochtones et les communautés locales qui sont sur les premières lignes de ces projets-là. Il est important qu'on se tienne aux côtés des communautés affectées parce qu'elles savent, elles, ce qu'il se passe sur le terrain et il faut amplifier leur voix et les faire entendre. Leur perspective doit être centrale. Elles ne doivent pas juste faire partie, elles doivent vraiment être centrales dans la prise de décision. On doit aussi se concentrer sur une idée d'intendance environnementale pour suivre les impacts environnementaux de ces projets-là et surveiller les impacts que cela peut avoir sur le territoire. Et donc, les peuples autochtones qui sont déjà sur place, on doit les aider à protéger leur territoire et on doit amplifier leur voix. On doit prioriser leur voix dans ces conversations et on doit aussi se concentrer sur les générations futures pour protéger l'environnement pour le futur, justement. On a des recommandations pour la Chine, on en a beaucoup, mais juste pour en mentionner quelques-unes, les plus importantes, c'est la consultation, parce que tous les cas que j'ai vus, il y a eu un manque total de consultation des communautés.
et notamment les femmes et les populations autochtones, il n'y a eu en fait aucun bénéfice pour les communautés qui ont été impactées et il n'y a pas eu de consultation. Et cela, et donc, il faut faire ces consultations avec le consentement libre, préalable et éclairé de ces communautés. La Chine doit se concentrer sur la protection de l'environnement plutôt que faire du greenwashing. Et il faut qu'ils se concentrent sur minimiser les impacts environnementaux de leurs projets. Et ils doivent vraiment arrêter le greenwashing parce qu'ils ont tout ce discours vert sur cette initiative de la ceinture et de la route, mais il y a toujours une grande partie industrielle dans les projets qu'ils veulent mener dans ce contexte-là. Donc, pour l'instant, j'ai un peu du mal à voir comment cette initiative de la ceinture et la route est verte. Il faut aussi qu'ils protègent les standards en termes de droits humains au sein de leur projet. Ensuite, la transparence, c'est très important dans leur projet. Ils doivent rendre l'information disponible. C'est vraiment dur de trouver des informations du gouvernement chinois. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est dur de demander de plus de transparence d'un gouvernement qui cache tant ces informations. Et on entend les informations de parties tiers. Donc, je pense qu'il doit faire un gros effort là-dessus s'il veut faire une différence. Je pense que je suis hors de mon temps qui est accordé. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous pourrez prendre le temps de regarder le rapport où tout est détaillé de façon plus en détail. Merci, merci encore pour cette brillante présentation. Nous avons bien pris note des recommandations et donc nous voyons l'importance de continuer à demander la responsabilité euh, de la part des dirigeants de ces projets. Tu nous as bien montré les impacts environnementaux de ces projets au niveau des émissions de CO2, au niveau de la déforestation, ainsi que la destruction des différents habitats euh, de la faune. Et nous avons bien compris également les impacts négatifs sur les communautés. Nous voyons que ces projets ne bénéficient pas à ces communautés, mais bénéficient simplement aux entreprises. Nous voyons que ces entreprises sont pour la plupart des transnationales qui ont également une activité dans des plantations en monoculture. Donc, merci encore Ali pour cette présentation et passons maintenant à notre deuxième présentation avant de prendre un temps de questions et réponses. Nous allons donc écouter Suparna Lahiri qui va nous parler plus précisément des impacts des plantations en général dans le sud global. Et nous allons également savoir plus sur le capitalisme vert. Qu'est-ce que ce capitalisme vert et quels sont ses impacts sur les communautés, principalement lorsque l'on regarde les plantations et les monocultures dans le sud. Donc, Suparna, la parole est à toi. Alors, merci beaucoup. Je vais donc faire une introduction générale sur ce thème. Alors, lorsque l'on parle de plantation, on ne parle bien sûr pas des forêts originaires. Ce que je souhaiterais aujourd'hui est vous parler un peu des questions
et de tout ce qu'entraînent ces types de plantations. Depuis des années, nous faisons des campagnes pour révéler ce qu'il se passe. De nombreuses personnes ont déjà fait des recherches sur ces plantations qui, très souvent, finissent en monoculture. Alors, quel est le lien avec le discours sur le capitalisme vert, sur le fameux greenwashing? Je pense qu'il est important d'approfondir là-dessus et de donner un contexte politique à principalement ces plantations en monoculture. Vous savez, il y a des milliards de dollars de finances climatiques qui sont en train d'être investis dans des plantations en monoculture. Donc, pour donner un aperçu général du Sud global, je vais choisir quelques exemples des 3 régions principales, hein, Asie, Afrique et Amérique latine. Et pour lancer un peu cette conversation, nous devrions vraiment développer le lien entre les finances climatiques et les monocultures, ainsi que leurs impacts. Et lier cela aussi au thème du greenwashing, hein, de cette façade verte. Il existe de nombreux mécanismes, hein, comme le Fonds vert pour l'environnement, etc. Et il y a donc beaucoup d'argent qui circule et qui arrive dans les mains de projets de monoculture. Et cela renforce, développe un paradigme donc de ce fameux capitalisme vert euh, que l'on voit émerger de plus en plus. Donc voilà un peu pour planter le décor. Voyons maintenant quelques exemples sur ce type de plantation. Alors, comme je le disais, ces plantations ne sont pas des forêts. Ce ne sont pas des forêts naturelles. Elles sont principalement dédiées à l'exploitation du bois et très souvent, ces plantations font partie des fausses solutions qui sont avancées pour répondre aux crises climatiques. Alors, quelques éléments que l'on peut souligner là-dessus. Alors, je ne vais pas entrer en détail, hein, sur ces éléments, simplement, je souhaiterais vraiment montrer le lien entre ce type de plantation et l'économie, l'héritage économique colonial, hein, d'extractivisme. Et on peut voir au travers de ces plantations à quel point ce contexte colonial est toujours présent. Alors, ce type de plantations sont des plantations à court terme. En général, le bois est utilisé pour la consommation, pour l'industrie des meubles, par exemple, et aussi pour toute l'industrie basée sur les produits ligneux, ainsi que pour brûler de la biomasse. Donc, ces forêts sont destinées à l'extraction.
Cela renforce l'utilisation et le brûlage du bois et de la biomasse. Et ces ressources ne sont malheureusement pas infinies. On a bien vu comment fonctionne le système économique colonial basé sur une extraction infinie. Seulement, les ressources qui sont extraites sont finies. Il existe, il existe des ressources qui ne peuvent pas se renouveler à l'infini. De cette manière, ces monoplantations d'arbres ne sont pas renouvelables. Alors, au sein de la crise climatique, nous parlons beaucoup des contributions déterminées au niveau national. Cela signifie que les pays devraient payer une certaine somme pour compenser la déforestation. Et ces fonds, donc cet argent va à des fonds qui devraient ensuite être utilisés pour des projets de reforestation. Et cela est basé sur l'idée d'augmenter donc la couverture forestière dans ces pays où il y a une déforestation très importante. Le problème ici, c'est que les fonds ne vont pas forcément à des plantations de forêts ou à une reforestation naturelle en tout cas. Et il y a beaucoup d'inventions dans cette bureaucratie des forêts qui ne regarde que des chiffres, des données quantitatives. Mais on ne regarde pas la santé des forêts, si ce sont des forêts naturelles. Grâce à l'augmentation quantitative de la couverture forestière, cela permet au pays aussi de se présenter comme des réserves, des puits de carbone. Seulement, comme on le voit, ce n'est pas forcément le cas sur le terrain. Il y a également des conséquences pour les communautés où ces plantations en monoculture, euh, appelées forêts mais qui ne sont pas vraiment des forêts naturelles, déplacent des parcelles utilisées pour la culture. Et cela crée des conflits importants dans les pays lorsque ces plantations s'imposent sur des territoires et des forêts naturelles sur lesquelles les communautés ont des droits coutumiers. Autre point important, c'est l'impact sur les femmes dans de nombreux pays, en Inde, mais ailleurs également. Les femmes sont très souvent les principales protectrices de la conservation des forêts. Elles sont les porteuses des pratiques traditionnelles liées aux forêts. Les femmes sont donc celles qui portent tout le poids, le fardeau de ces conséquences néfastes. Regardons de plus près l'Indonésie et la déforestation rampante dans ce pays. Nous voyons qu'en Indonésie, 38% des zones de plantation sont créées
suite à la déforestation. Et ces plantations sont principalement dédiées à la production de bioénergie au travers de la combustion de la biomasse. Et la proposition est d'utiliser au moins 10% de biomasse qui est donc euh, brûlée avec du charbon. Et donc, soi-disant, cela produit de l'énergie plus verte. Et si l'on regarde la zone, hein, la surface qui est nécessaire pour des plantations de bioénergie, elle recouvrerait plus de 2 millions d'hectares. C'est donc des zones qui seraient transformées pour brûler de la biomasse et la brûler avec du charbon. Alors on dit maintenant que ce charbon est diminué, c'est-à-dire qu'il produit moins d'émissions de CO2 et que donc il est vert et qu'il n'y a aucun problème de continuer à avoir des usines à charbon. Alors si l'Indonésie suit ce chemin, la déforestation va atteindre 2,1 millions d'hectares par an. On voit que ce sont des milliards de dollars qui sont investis dans ces énormes projets. Nous avons donc le défi de Bonn, nous avons la déclaration de New York et nous avons la fameuse AFR 100, hein, qui vraiment est un projet qui est en train de causer une déforestation très grande au travers de toute l'Afrique. Et tous ces projets sont financés par des mécanismes euh, financiers qui sont mis en place principalement par des pays du Nord, hein, comme l'Allemagne, les États-Unis, etc. Vous avez sûrement entendu parler du fonds Harbaro, qui est financé par le Fonds vert pour l'environnement et qui, au final, fonctionne bien plus comme un fonds privé financé par des fonds publics. Et si l'on regarde un peu plus ce type d'investissement, nous pouvons voir donc le programme d'investissement des forêts, ainsi que d'autres mécanismes de financement. Mais revenons un peu sur le projet Harbaro. Car ce fonds investit dans de grandes zones, principalement en Afrique, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Et un projet qui est très préoccupant. Et cela nous montre bien à quel point ces monocultures, ces plantations monocultures sont promues, financées par des fonds privés. Et cela ne contribue d'aucune manière à atténuer la perte de biodiversité. Bien au contraire, ces projets promeuvent l'utilisation continue de bois, de biomasse pour créer de la bioénergie et déplacent les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire des communautés, entre autres. Si vous lisez hein, les documents de projet, on voit que le fonds Harboro propose donc
a une vision à très long terme, hein, et donc propose cette co-combustion de biomasse et de charbon. Mais si l'on regarde la durée de vie de ces plantations d'arbres, elles sont de maximum 15 ans, car au bout de 15 ans, donc, ces arbres seront brûlés. Cela ne permet donc pas de créer vraiment des forêts. Et dans des pays comme le Ghana, par exemple, nous voyons que ces plantations sont en train de supplanter des réserves forestières. Donc tout cela crée des préoccupations profondes. Donc ce type de fonds sont un danger pour la planète et ces projets n'auraient jamais dû être acceptés. C'est ce que nous avons démontré dans une lettre euh, que nous avons envoyée, hein, au fond. Alors, bien entendu, il n'y a aucune politique en termes de genre prise en compte dans ces projets. Et de plus, ces projets sont très difficiles à suivre, hein. Il n'y a aucune évaluation, aucun suivi mis en place. Nous rencontrons à nouveau ce problème avec la finance publique et le secteur privé, avec la promotion des entreprises forestières qui créent et promeuvent ces plantations et tout ce problème qui est lié. Donc, tout ces, le GC ne garantit pas un changement de paradigme pour la réponse au changement climatique. Donc, je vais juste parler d'un autre exemple au Brésil avec Suzano. Et là aussi, on voit qu'une qu'une grande entreprise de papier, une entreprise de pâte à papier et de papier, elle est, cette entreprise est présente dans 5 États brésiliens. Il y a 8 entreprises de pâte à papier, 6 usines de papier, et il y a plus de 2,5 millions d'hectares de plantations avec presque 2 millions qui sont de l'eucalyptus. Et cette entreprise est fondée par une subvention d'une entreprise du secteur privé liée à la Banque mondiale. Et ils ont investi, et donc, cette banque de développement et d'entrepreneuriat des Pays-Bas s'apprête à financer Suzano à hauteur de 40 millions de dollars. Et ce projet, en fait, de façon la plus totale, il impacte la biodiversité. Et donc, ça a un impact sur la finance climatique et ça ne devrait pas faire partie de ces projets de finance climatique. Et donc, pour résumer le plus brièvement possible, le contexte politique, donc on peut faire davantage de recherches, on peut aller plus au-delà, mais bon,
pour résumer, donc on voit que les plantations, on y fait souvent référence comme si c'était reverdir le territoire. Et donc ça fait partie des fausses solutions pour promouvoir ce qu'on appelle l'économie verte. Mais c'est quelque chose qui est financé principalement par les pays riches occidentaux et par les principaux pollueurs. Et cela fait usage de la finance publique pour désinvestir, pour enlever le risque aux investissements financiers. Et du coup, avec ça, euh, c'est une finance mixte de privé et de public. Mais avec ça, là, on continue l'extraction. Et donc, on voit des ressources naturelles, on voit les forêts, on les voit comme des atouts, comme des capitaux. Et ce sont des atouts et des capitaux du capitalisme vert. Et on y fait référence comme ce capitalisme, comme au capital naturel. Et on a besoin de discuter davantage sur comment faire établir une stratégie pour faire face à ces formes de capitalisme que, qui est d'ailleurs en train de passer d'un investissement dans des ressources à des ressources naturelles. Et du coup, les prochains atouts qu'on va voir, les prochains actifs qu'on va voir dans ce capitalisme, ça va être les forêts. Et donc, on a besoin de se faire une stratégie pour faire face à ça, parce que ce sont des ressources finies. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Supana, pour cette présentation très claire. Tu l'as clairement dit que les plantations ne sont pas des forêts. Les plantations ne sont pas des solutions pour le climat. Et il est clair que ces différents projets dans différents endroits, sur, dans le même contexte oppressif, vont mener aux mêmes conséquences mondiales et sur les communautés dans le sud global. Les plantations sont un des moteurs de la déforestation et les plantations sont aussi une excuse pour, en tant qu'une solution pour le climat. Pas, on ne peut pas être d'accord avec cette proposition par rapport aux plantations. On ne peut pas voir ça comme une solution au changement climatique. Merci Suparna pour ta présentation. Et donc maintenant, on va prendre les questions, les commentaires. Il nous reste quelques minutes. Il n'est que, ce n'était que 1 heure que l'on a commencé la réunion, donc on peut prendre 10 minutes de questions et pour creuser davantage ce qui nous a été présenté. Je ne vois pas de main levée. Donc, l'une des questions que je voudrais poser à Suparna et une autre que je vais poser à Ali. Suparna, quelle serait ta principale recommandation? Si tu devais en donner que une ou deux, qu'est-ce que ça serait comme recommandation? Des recommandations que tu nous ferais à nous et des recommandations que tu ferais à la finance pour le climat vert. Et ensuite une question pour Ali. D'après toi, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer notre campagne envers les investissements chinois pour y faire face de façon efficace? Quelles sont tes suggestions sur faire évoluer en fait nos campagnes sur le terrain pour qu'elles soient plus efficaces auprès des communautés qui sont impactées par ces projets chinois? Merci beaucoup. Donc peut-être que Supana, on peut d'abord écouter ta réponse et puis après il y aura Ali. Et on voit, il y a Cyrus aussi qui a levé la main.
J'ai entendu ta deuxième question, mais quelle était la première question que tu as posée? La première question, elle est pour toi, Suparna. Et je te demandais si tu ne pouvais donner qu'une ou deux recommandations au Fonds mondial pour la finance verte, quelles seraient tes recommandations pour empêcher le GFC de financer ces fausses solutions? Donc, mes recommandations, ce serait de ne simplement pas approuver ces projets parce qu'on ne peut pas utiliser des fonds publics pour subventionner des fonds privés sur des projets, sur ces projets pareils. Parce qu'avec des calculs sur la séquestration du carbone, ce n'est pas suffisant. Mais comme le GFC, on est en train d'essayer de voir comment faire face à ces problèmes de la finance climatique et des fausses solutions. Et donc voici l'une des premières choses qu'on est en train de faire, de mettre en place. On est en train de mettre en place une campagne où on est en train de dire qu'il faut désinvestir que la finance climatique publique se désinvestit des fausses solutions. Donc c'est un document que l'on a publié en juin. Vous le trouvez sur le site et on va aller plus loin que ce document en en liant différents fonds qui soient en lien avec cette finance climatique et qui sont en train justement et on va travailler à les rediriger vers des vraies solutions en lien avec notre agenda climatique et qui font sens au niveau des écosystèmes. Et donc, c'est ce qu'on va mettre en place à GFC comme campagne. Et comme il y a de plus en plus d'analyses en lien avec le fonds Arabo et le fonds Susano, on va renouveler notre appel à désinvestir ces fausses solutions. Merci, Suparna. Ali, on va t'écouter. Donc, tu m'as demandé comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer notre campagne pour mieux faire face à ces investissements chinois. Et donc, je pense qu'exiger de la transparence est vraiment le point clé ici, parce que très souvent, on ne sait pas où se trouve le fonds et d'où il vient. Et beaucoup des projets sont cachés, en fait, derrière ce manque de transparence. Et donc, c'est dur de lutter contre ce que tu ne peux pas voir et ce que tu ne peux pas trouver. Et donc, je pense que on doit chercher tous ensemble d'où vient ce financement, où est-ce qu'il va, et il faut essayer de trouver à qui on peut demander cette redevabilité. Parce que c'est très important, en fait, mais il faut vraiment qu'on comprenne d'où vient ce financement. Donc, il faut continuer à protester, parce que je pense que ça peut faire une grande différence. On a pu voir au Kenya, dans l'usine d'électrique à, à Kwamu a été fermée à cause des protestations de la population. Et donc, ils ont fermé cette usine-là, et ça, c'était suite aux protestations de la communauté. Donc, ça veut dire que c'est un impact. Et en Amérique latine, il y avait des manifestations contre, et, contre un projet dont je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il était, mais la Banque mondiale a donc refusé de lui accorder le financement. Et donc, pour revenir au fait que la Chine manque vraiment de transparence,
ils ont fait des annonces où ils disaient que nous sommes vraiment, où ils disaient, nous sommes vraiment désolés de vous entendre protester contre ce sujet, contre ce projet-là. Et, euh, et donc la Banque de Chine n'est pas en train d'être très transparente sur ça parce que c'est toujours en ligne sur leur site, ces excuses. Et donc, sans information et sans transparence, il est dur de mettre à jour les impacts que ces projets peuvent avoir sur le genre. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on peut exiger de la transparence quand on ne sait pas ce qui se passe? Et comment est-ce qu'on peut mettre le doigt sur d'où vient la finance pour vraiment bien viser euh, nos demandes? Je ne sais pas s'il y a une stratégie pour ça. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà cette expérience à d'autres endroits, dans d'autres contextes. Et donc, je pense que mettre la pression sur les gouvernements locaux qui investissent avec la Chine, je pense que ça, c'est très important, en leur disant que, écoutez, ça, c'était pas du tout bénéfique pour ce pays, et voici pourquoi ils ont arrêté. Et donc, leur apporter des informations provenant du terrain en leur disant, regardez, vos populations sont en train de se rebeller contre ça, alors pourquoi est-ce que vous voulez valider et approuver un tel projet? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais merci beaucoup. Oui, Cyrus, donc la parole est à toi. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Cyrus Kabalé et je fais partie d'un groupe de jeunes ici en Ouganda où nous combattons hein, ce type de projet. Et donc, ma question est principalement pour Ali. Euh, Merci d'avoir donné hein, ces exemples et je voulais également partager ce qui se passe ici en Ouganda. Nous avons fait campagne hein, auprès principalement des banques européennes. Malheureusement, la plupart de nos recherches ont été complètement ignorées. Et, il y a peu, le ministre de l'Énergie nous a informé que des opérations chinoises vont se dérouler sur notre territoire. Et à hauteur de 5 milliards de dollars, la Chine va donc soutenir des projets extractifs. Et nous nous demandons maintenant comment nous allons gérer cela, car finalement, les Chinois reproduisent ce qui avait été fait avant par d'autres pays coloniaux. Nous sommes donc très préoccupés face à cela. Et je voulais savoir si GFC a des informations à nous partager pour nous aider dans nos campagnes et savoir à quoi nous attendre. Et les projets qui seront donc financés seront principalement des projets extractifs et de nombreux projets d'infrastructure gravitent hein, autour donc de ces projets et mettent en danger des parcs nationaux. Donc, Ali, je voulais savoir si tu as des informations, des possibilités de nous aider et de quelle manière vous pourriez nous apporter un soutien pour contrer ces projets. Merci beaucoup, Cyrus. Nous allons prendre la question de Chitira.
avant de continuer. Merci beaucoup, Kwame. Ma question est aussi adressée à Ali. Je voulais savoir comment se déroulent les protestations sur le terrain, parce que je sais que de grandes parties des projets de la BRI euh, euh, sont très en retard hein, sur euh, le programme. Et il y a eu de nombreux blocages sur le terrain, ce qui me donne assez d'espoir. Mais je voulais savoir s'il y a des manifestations qui ont eu un succès important qui pourraient nous inspirer aussi pour la suite. Donc voilà ma question pour Ali. Et j'ai également une question pour Suparna qui serait euh, comment envisages-tu cette année en termes de transformation au sein des COP pour contrer le capitalisme vert? Je sais qu'il y a beaucoup d'ironie dans ces réunions, et d'ailleurs la prochaine va être à Dubaï. Donc je me demandais comment tu envisages cette année dans ce contexte. Merci beaucoup, Chitira. Donc, Ali, la parole est à toi. Alors, en ce qui concerne la première question, nous avons eu justement euh, ce type de questions dans un autre webinaire. Alors, sur le terrain, les choses sont assez compliquées. Souvent, il y a de nombreuses barrières linguistiques. Et malheureusement, je n'ai pas vraiment de conseils hein, pour le travail sur le terrain. Je pense que cela demande beaucoup de formation. Alors, le thème vraiment autour de la BRI, c'est comment s'engager là-dessus lorsqu'on ne sait pas comment le faire. Parce que le premier point, comme je le disais, il n'y a aucune transparence. Et le deuxième point, c'est que parfois l'engagement sur le terrain n'est pas possible ou pas viable. Alors, je vois que Valentina est là. Peut-être qu'elle pourra nous donner plus d'informations parce que je ne pourrais pas vraiment donner plus d'informations là-dessus. Alors, hier, nous avons eu un webinaire également sur ce thème. Et je pense que Valentine ou Kwame pourront en dire plus. Est-ce que je continue à répondre aux questions ou je passe à la suivante? Ok, parfait. Donc la question suivante de Shatira concernant les processus et les blocages des routes. Alors oui, en effet, les projets vont très doucement et au final sont bien plus coûteux, onéreux que ce qui avait été estimé. Donc, en ce qui concerne les manifestations sur le terrain, la fermeture de l'usine à charbon de Lamoux, par exemple, a retardé le projet. Et il faut bien rappeler que cette usine à charbon n'a pas été fermée à cause du charbon, mais à cause des protestations. Alors désolé, j'essaye de trouver mes mots et de me rappeler des exemples, hein. Là, je n'ai pas tous ces exemples sous la main. Mais en tout cas, je sais qu'il y a de nombreux projets qui ont été abandonnés pour l'instant à cause du manque d'argent. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement aux questions. Euh, Peut-être que nous pouvons passer donc aux questions suivantes et je laisse la parole. Oui, merci Ali. Bien sûr. Suparana, la parole est à toi. Donc pour répondre aux questions qui ont été posées. Alors,
à l'approche de la prochaine COP à Dubaï, il semble qu'il y ait de nombreux questionnements et il y a de plus en plus de protestations et d'actions. Alors, en ce qui concerne donc ce panorama, on parle beaucoup d'obligations minimales en termes de financement de l'environnement. Il y a également des fonds pour répondre aux pertes et dommages. Alors pour nous, la question est de quelle manière ces fonds vont vraiment répondre aux solutions basées sur les marchés. Et si l'on regarde l'article 6 du cadre mondial, nous voyons qu'au final, tout cela pointe vers, encore une fois, ce capitalisme vert. La semaine dernière, il y a eu un sommet de l'environnement à New York. Et le discours est déjà en train de changer. On parle de diminuer progressivement les combustibles fossiles. Mais il y a donc ce discours qui montre que les combustibles fossiles ainsi que le charbon pourraient être améliorés afin de diminuer les émissions de CO2. Cela signifie, principalement pour le charbon, qu'il y aura de plus en plus de co-combustion avec la biomasse. Et par exemple, donc cela est plein de fausses solutions, comme par exemple augmenter l'utilisation de diesel sous prétexte que cela diminuerait l'utilisation de combustibles fossiles. Et on voit bien à quel point toutes ces solutions ne sont pas véritables. Alors, il va falloir voir dans quelle direction vont continuer ces négociations. Et l'article 6 continue à nous parler donc de diminution des émissions, mais il faut voir de quelle manière on y répond. Et beaucoup de solutions sont basées sur la géo-ingénierie, sur l'élimination du carbone dans l'air et sa capture. Encore une fois, toutes ces solutions euh, ne sont pas de véritables solutions et sont issues d'une logique de marché. Il y a de nombreuses conversations sur ces compensations carbone, les projets RED+, etc. Et de nombreuses discussions également sur tous ces marchés carbone. Et au sein de ces fausses solutions, il y a heureusement une discussion sur un passage de euh, contribution plutôt que compensation carbone. Cela est un point positif dans toutes ces fausses solutions. Et l'article 6.8 ouvre la possibilité d'avoir des solutions qui ne soient pas basées sur les marchés.
Merci beaucoup, Suparna. Valentina, nous t'écoutons. Oui, alors très brièvement, pour commenter sur la réponse d'Ali, et principalement donc sur le manque d'informations disponibles. Nous devons vraiment voir à quel point cela est une stratégie politique, hein, d'empêcher l'accès à l'information. Et cela est une intention tout à fait planifiée par l'État chinois qui, d'un côté, promeut l'idée la, de la sensibilisation sur la situation. Vous savez que la Chine, hein, a promu la COP et la CDB l'an dernier. Donc la Chine essaye de donner cette impression, hein, qu'elle soutient la biodiversité au niveau international ainsi que d'autres thèmes. Mais de l'autre côté, nous voyons les contradictions euh, que Ali et Suparna nous ont bien révélées. Et que la Chine, finalement, ne met pas en place des solutions efficaces pour la biodiversité. Et cette problématique, pour moi, est très importante, hein, car d'un côté, voilà, la Chine envoie un message international de sensibilisation à l'environnement, mais en même temps, elle développe des stratégies qui ne vont pas dans ce sens. Donc, comment vraiment mettre en place ce message donné par la Chine, hein, et de vraiment l'amener à respecter ses engagements en termes de biodiversité et aussi en termes d'intégration de la dimension de genre. Donc pour moi, il est très clair que c'est une stratégie politique qui a été planifiée et nous devons vraiment dévoiler ce type de stratégie car elle viole le droit à savoir, à avoir des informations claires sur des projets qui vont avoir des impacts sur la vie des communautés ainsi que sur l'environnement. Merci beaucoup, Valentina. Suparna, je vois que ta main est levée. Oui, alors en ce qui concerne les investissements chinois, et donc voir comment obtenir plus d'informations et soutenir les protestations sur le terrain. Il faut dire qu'il y a des groupes en Asie, aussi en Europe, qui depuis des années essayent d'avoir des contacts avec la Banque de développement chinois. Et certains de ces groupes travaillent ensemble. Et depuis, donc, au cours de ces derniers jours, il y a des réunions à Sharm el-Sheikh de ces groupes. Et nous savons que euh, il y a des groupes qui travaillent spécifiquement sur ces projets en Chine. Et donc, si vous êtes intéressé, je peux tout à fait vous mettre en contact avec eux. En Afrique, il faut regarder le contexte politique plus large. Il y a de grands conflits sur le terrain entre les banques multilatérales, telles que la Banque mondiale, par exemple, et les banques d'investissement chinoises. Et cela arrive déjà depuis plusieurs années.
il est important de regarder comment viennent les investissements chinois. Ces investissements ne sont pas liés à des conditions, alors que la Banque mondiale envoie des prêts qui sont toujours liés à toute une série de conditions qui sapent souvent la souveraineté des pays. Donc les pays se tournent beaucoup plus vers les investissements chinois, entre autres pour cette raison. Par exemple, je sais que le gouvernement du Nigeria lutte pour vraiment pouvoir répondre aux conditions de la Banque mondiale, alors que la Chine va simplement donner les prêts sans plus de demandes. S'il regarde les chemins de fer en Tanzanie et dans d'autres pays, ce sont des projets financés principalement par la Chine. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Même les aéroports sont financés par la Chine. Donc, il y a de nombreux groupes qui travaillent là-dessus. Et si vous souhaitez en savoir plus, comme je le disais, je serais ravie de vous mettre en contact avec ces personnes. Merci beaucoup, Suparna, pour ces explications et ces invitations. En effet, il y a ici un lien important entre l'agrandissement des aéroports et ces nouvelles routes. Car donc l'augmentation de cette connectivité peut être un moyen de approfondir les réseaux d'extraction du pétrole et d'exporter donc, ces combustibles fossiles. Donc on voit le lien ici entre ce projet et les combustibles fossiles et bien entendu toutes les conséquences que cela peut avoir. Alors, nous pourrons, avec les personnes intéressées, en discuter plus en profondeur. Merci Ali et Suparna pour vos présentations. Merci pour toutes ces informations très enrichissantes et toute la clarté que vous avez apportée sur les impacts du projet BRI, des investissements chinois, donc des impacts sur les communautés, en termes de genre également les impacts sur l'environnement. Nous avons pu mettre en lumière les impacts directs des fonds qui vont aux infrastructures et aux plantations dans le sud global. Il faut donc demander responsabilité de la part de ces entreprises qui donc ont des effets néfastes sur les communautés dans le sud global. Donc, nous allons lancer officiellement notre document politique sur la stratégie et le projet de la ceinture et la route, intitulé Dette, déplacement et perte de biodiversité, évaluation des impacts sur le genre, l'environnement et les droits humains de cette initiative chinoise. Merci également à nos interprètes, merci à l'équipe de GFC et merci à toutes les personnes qui ont rejoint le lancement de ce document. Et merci à tous et à toutes de nous aider dans ces luttes, dans ces campagnes.
pour résoudre donc ces problèmes sur le terrain, pour sauver notre planète ainsi que les peuples autochtones et les communautés locales et de nous libérer de l'oppression des transnationales. Merci encore et à bientôt.